Bonjour à tous, l'heure des pros, voici donc le sommaire ce matin. La Cour de cassation a annulé ce mardi la condamnation d'Éric Zemmour pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence prononcée par la Cour d'appel de Paris à la suite de ses propos publiés dans le journal italien Corriere della Sera. En octobre 2014, Éric Zemmour publie Le Suicide français. Il évoque dans un entretien qui accompagne la sortie de cet essai les musulmans et il affirme qu'ils ont leur code civil, c'est le Coran, qu'ils vivent entre eux, dans les banlieues. Les Français ont été obligés de s'en aller. Il ajoute « Je pense que nous nous dirigeons vers le chaos. Cette situation de peuple dans le peuple, des musulmans dans le peuple français, nous conduira au chaos et à la guerre civile. » Un an plus tard, il est condamné à 3 000 € d'amende pour provocation à la haine envers les musulmans. Décision confirmée en appel en 2016. Aujourd'hui, ces peines n'existent plus. Éric Zemmour sera rejugé. Il est avec nous ce matin. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Claude Dacier est à vos côtés et pourra commenter également cette actualité, tout comme Jérôme Béglé du Point. En face de vous, Fatima Benomar, vous êtes cofondatrice de l'association féministe Les Effrontés. Bonjour Jean-Claude Cali, qui est auteur, compositeur et interprète que vous connaissez et qui publie ces jours-ci son premier roman, Seuls les enfants savent aimer. Très joli titre. Merci. C'est vrai ? Oh, je suis sûr, oui. Ben, l'amour, c'est quand on est amoureux, on oublie tout, il n'y a plus rien, on perd les pédales, on ne sait plus où on est. Oui, mais le mot important, c'est seul. Ouais, Seuls les enfants savent aimer. Justement, je pense qu'on peut être un enfant à 80 ans, à n'importe quel âge, et puis l'amour pur, celui sans travers, sans les dédales, sans la trahison, sans les mensonges, c'est ça, ouais. Ah oui, alors c'est pas la même chose. En fait, tout le monde peut aimer, il faut rester enfant jusqu'au bout. Hein, on est d'accord. Moi, je pensais que c'était seuls les enfants, jusqu'à 10, 11 ans, pouvaient aimer. Clément Viktorovitch, vous êtes resté enfant ? Ça c'est une bonne question. Ça c'est une question. C'est une question. Je ne l'avais pas imaginé avant de vous la poser. Voyez-vous, je n'ai pas imaginé de réponse non plus, donc comme ça on est voilà. Bon, un peu de légèreté avant de parler avec Éric Zemmour sur un sujet grave. La Cour de cassation, Éric Zemmour a donc annulé ce mardi votre condamnation, et c'est-à-dire que vous serez rejugé. Ben, c'est comme ça que ça se passe normalement, oui. Puisque la Cour de cassation ne juge pas sur le fond. Donc elle renvoie devant une autre juridiction. Donc ça ne présage évidemment pas, ça ne présume pas de ce qui se dira en dans la Cour d'appel lorsque vous allez être jugé sur le fond cette fois. Non, mais ça dit une chose, ça dit que les plus hauts magistrats français ont quand même noté et reproché aux juridictions inférieures d'avoir jugé une affaire qu'elle n'aurait pas dû juger. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la Cour de cassation leur a dit « Vous n'auriez pas dû juger cette affaire, c'était une interview italienne destinée à l'Italie, donc vous n'aviez rien à faire là-dedans, et donc les juges français n'auraient pas dû statuer sur mon affaire. » Donc les propos que vous avez tenus dans un journal italien ne sont pas jugeables en France, c'est ça ? Non. Donc a priori, vous ne pouvez pas être rejugé a priori. Si, parce que les juges estiment, comme il y a une édition française du journal italien, en France, pardon, du journal italien, que c'est accessible en France. Mais on voit bien qu'il y a des problèmes de traduction, que c'est au-delà de mon fameux terme que je n'ai pas employé, de déportation, et qui a mal été traduit, qui a mal été... Enfin, bref, passons. Tout ça ne... Mais vous savez, ça, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que cette histoire me confirme dans ce que je pense depuis longtemps. Vous savez, il y a une phrase célèbre de Peggy qui disait faire établir son innocence par des juges, c'est leur donner un pouvoir qu'ils n'ont pas. C'est un peu ce que disent les hauts magistrats de la Cour de cassation. Ils n'avaient pas à se mêler de ça. C'est le problème de la judiciarisation du débat intellectuel, politique, idéologique, qui est devenu complètement folle en France depuis 40 ans. Il y a des associations qui ont fait profession de judiciarisation, qui gagnent leur vie là-dessus entre les subventions et ce qu'elles arrachent sur les prétoires aux gens comme moi, simplement parce qu'elles ont obtenu le droit il y a 40 ans d'ester en justice. Ce droit n'existait pas sous le général de Gaulle, ce droit n'existait pas sous la Troisième République. Ce droit est un scandale, ce droit est un abus. Et ça donne
tout ce qu'on sait là. Je Oui, mais rappelle. on peut pas tout dire, quoi. On peut pas. Il y a un moment où vous Si, êtes on peut tout responsable. dire aux États-Unis, on peut tout dire en Angleterre, on peut tout dire en Italie, on peut. anglo-saxon, vous avez Exactement. une vraie liberté de Qu'est-ce parole. que c'est la démocratie? Écoutez, Pascal, Non, mais je c'est-à-dire veux bien. que- Non mais Pascal, je veux bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Oui. Tout à fait. Oui. Je veux bien même qu'on dise que je dis des bêtises. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression et la démocratie, si ce n'est le droit de dire n'importe quoi et d'offusquer même? Bon, d'accord. Alors, par exemple, sur un thème majeur du XXe siècle, les thèses négationnistes, notamment celles de Forisson, aujourd'hui de Soral, de Dieudonné, pour vous, elles peuvent être Absolument. exposées. Mais absolument. Aux Mais je États-Unis- suis contre la loi Guesso, Oui. Pascal. Je Non, suis mais contre la loi Guesso. j'entends bien, mais vous pouvez comprendre qu'il y a quelque chose quand même de choquant je à vous vouloir répète. donner la parole à ce type Pascal, de personnes. Mais je vous répète que vous avez raison, c'est choquant. Oui. Ça peut offusquer, ça peut peiner, ça peut. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, Mais il c'est ne faut pas pas- faire. Il faut pas faire la démocratie. D'accord, Il faut c'est pas pas dire à qu'on est en l'État, régime de c'est- liberté d'expression. Bon, alors on va pouvoir organiser le débat. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Vous avez une relation particulière avec cette chaîne de télévision. Et ce plateau. Voilà, qui est aujourd'hui CNews, mais qui fut jadis iTélé. Et il se trouve que j'animais l'émission que dont J'étais à vous votre place. Voilà, dont vous étiez la vedette incontestable avec Merci. Nicolas Doménac. C'était un Vendredi rendez-vous matin. tous les vendredis matins. J'avais beaucoup de plaisir. On en a fait assez peu ensemble, puisque de septembre à décembre 2014. Et en 2014, moi j'avais pris la suite de Léa Salamé, qui était remarquable, et de d'autres bien avant. Il se trouve que iTélé, à l'époque, vous a viré, puisque j'étais le témoin de cela, précisément à cause de cette histoire. Exactement. Et non seulement Céline Pigalle, qui dirigeait à l'époque la rédaction, m'a viré pour ces phrases-là. En faisant, vous vous souvenez Pascal, une émission spéciale. Qui n'a jamais été diffusée. Qui n'a jamais été diffusée. J'étais en régie, donc cette émission n'a jamais été de Moscou, qui n'a jamais été diffusée. En même Il temps, fallait- la personne qui animait cette émission n'est pas là pour vous répondre. Donc, Absolument. on va Il être fallait prudent que là-dessus, je m'excuse. Vous dites procès de Moscou, mais il n'est pas là pour vous Non répondre. mais c'est pas lui qui est en cause. Oui. C'est le principe. Il fallait absolument que je batte ma coupe, C'est vrai. ce que je n'ai pas fait. Alors évidemment, Céline Pigalle n'a pas voulu diffuser l'émission parce que je n'ai pas battu ma coupe. C'est dommage pour elle. Mais elle m'a viré. Et je vous rappelle qu'à l'époque, le D'ailleurs, je vous ministre... recommandais un peu peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, si vous vous Absolument. souvenez. Je vous disais, mais- Absolument. parce que les propos que vous tenez, effectivement, moi ce que je vous disais, je vous Non, dis mais toujours la attendez, même Pascal, chose. Aujourd'hui, tout le monde dit ça. Quand Mais non. on dit les territoires perdus de la Non, mais c'est la République... généralisation qui pose problème. Je Quand vous sais. dites les musulmans ont leur Je code parlais, civil, mais parce que, encore une fois, c'est les tous les problèmes... musulmans, C'est le des Coran problèmes n'est pas le... d'interview orale. Et oui, que mais- je parle, et j'explique. Et vous savez, bien sûr, tous les musulmans n'estiment pas que le code civil est leur corps. Mais c'est ça que je ne comprends pas chez vous. Mais je vais vous Pourquoi ex- cette généralisation? C'est très simple. Et c'est la discussion que j'avais avec vous il y a 3 ans. C'est très simple. Bon, d'abord, on finit sur iTélé. Je Oui. tiens à vous dire qu'à l'époque, le ministre de l'Intérieur demandait qu'on manifeste devant chez moi. À l'époque, Bernard Cazeneuve. Absolument. À l'époque, une députée socialiste d'Ille-et-Vilaine demandait que je sois chassé de France. Il faut quand même remettre dans le contexte. Tout ça pour... Elle y a le droit, parce que vous disiez il y a 5 minutes qu'on mais a bien le droit sûr, de tout. mais elle a tous les droits. D'accord. Je dis ça pour donner le contexte. Vous voyez, moi j'accepte Mais qu'on c'est dise vrai que tout la de période moi. avait été Oui. très dure Vous pour voyez, eux. j'accepte qu'on dise tout de moi, mais moi on n'accepte pas que je Mais dise par tout. exemple, quand vous dites que vous avez été finalement discriminé, mis en cause sur ce Je dis pas plateau, ça, j'emploie pas ce mot discriminé parce que vous le formuleriez comment finalement quand on vous a poussé dehors On et m'a tout viré. Et la première fois qu'on vous a, que vous avez été condamné finalement, c'est quand vous aviez dit à la télévision, en France, quelqu'un qui embauche a bien le droit de ne pas embaucher un noir et un arabe. Et vous aviez été condamné, moi je trouve ça normal, à une incitation à la discrimination raciale. D'ailleurs, plus tard, dans un meeting de l'UMP, vous avez même dit, du coup, pour me donner raison a posteriori à un de ces quatre, il faudrait supprimer dans la loi la discrimination raciale. Oui. C'est-à-dire que la France que vous voulez, un patron pourrait dire, écoutez, moi par exemple, Fatima, vous êtes arabe, vous êtes parfaitement qualifié, mais parce que vous êtes arabe, vous n'avez pas, je ne vous donne pas ce Mademoiselle, boulot. Mais comment vous allez souvent madame, dans madame, mais- mais moi je dis mademoiselle si vous n'êtes pas mariée. Je suis Non, désolé. si je vous le demande, vous allez me dire madame. Alors si vous êtes mariée, je vous non, dis je ne suis madame. pas mariée justement, et on n'appelle pas les Je sais, jeunes mais- hommes non mariés damoiseaux. Donc Oui, il y a pas de oh, raison. je connais ce féminisme à 2 balles. Vous Il n'y savez, a j'ai pas de grandi souci, là-dedans. mais répondez-moi. Il n'y a aucun souci, mais moi j'emploie les mots que je veux, vous voyez, je suis comme ça. Alors, mademoiselle, Damoiseau, dites-moi damoiseau, ça me va très bien damoiseau, mais malheureusement moi je suis marié, C'est alors assez ça, joli, ça marche d'ailleurs, pas. C'est assez joli damoiseau. mademoiselle, il y C'est a un un côté c'est un Moyen Âge, pourquoi c'est un pas. côté les rois maudits. Mais je ne trouve pas Je justement vais- normal et je trouve ça intrusif de devoir signifier sur un plateau si je suis mariée Ah ou pas. là là Ouais, là voilà. là. Bon, bon, bref. Ah bah, Je revenons à connais nos par cœur, vous moutons, à savez, nos j'ai brebis. grandi dans les années 70. Donc, tout ce que vous avez fait, elles l'ont fait dans les années 70. Vous allez souvent dans des restaurants chinois? Ça m'arrive. Ah, vous avez déjà vu un serveur non chinois? Non. Non asiatique?
Vous allez Alors, attaquer mais tous les est-ce que restaurants vous- chinois si- pour si- discrimination? Mais si je vais Est-ce que postuler... vous allez dans les restos italiens? Bah, Est-ce si que je vous avez déjà... postule et qu'on me dit je ne vais pas vous prendre parce que vous êtes arabe, il est tout à fait Mais possible. Ils sont pas Et- idiots, ils vont pas vous le On dire. vous le dira pas. Ils vous le diront pas. Mais le fait sera là. Tout ça est d'une hypocrisie totale. Ce que je veux dire, c'est que discriminer, ça veut dire choisir. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer, mais en vain. Et on choisit selon On choisit ce qu'on veut. l'origine. On choisit ce qu'on Mais veut. à ce moment-là, Si- vous permettez complètement un racisme Mais de toute façon, à l'embauche, à l'hébergement, à quoi que ce soit, et donc il y aura une catégorie de personnes dont je fais partie par ailleurs. Est-ce que qui les ne Arabes, pourront- qui est-ce ne que les pourront- Arabes ne sont pas rentrés dans les usines dans les années 60? Bah, Il n'y a aucun problème. Mais et si, Le donc problème la n'est personne pas qui le les embauche racisme. lui dit finalement je ne veux pas vous embaucher du fait de le vos problème de origines. cette question n'est pas le racisme. Bah, si, le problème, quand on non, refuse non, pas d'embaucher du tout. quelqu'un parce le que c'est un problème, c'est arabe ou la un noir. non-assimilation. C'est pas la même chose. Je suis désolé. C'est ça le problème. Mais pourquoi vous prenez vous- le problème à l'envers. Alors, moi, oui, Il y a un Jérôme point qu'a Begley. évoqué Éric Zemmour qui me semble central dans la France de ces 10 dernières années, c'est la liberté d'expression, ce qu'on en dit et ce qu'elle est réellement. Il y a effectivement des textes qui ont été sanctuarisés dans la Constitution, la liberté d'expression est absolue. On sait aujourd'hui qu'il y a des dizaines, pour ne pas dire de centaines de textes qui viennent battre en brèche cela. Et il y a un argument qui me semble essentiel et que je ne comprends pas si j'étais législateur. Une opinion non exprimée est une opinion qui prend de la valeur. Une opinion exprimée, battue en brèche et dont on montre la fragilité est une opinion qui s'écroule d'elle-même. Si je vous explique, il fait beau à Paris aujourd'hui, vous sortez une caméra, vous montrez qu'il pleut, je suis un imbécile. Si je vous explique, les chambres à gaz n'ont jamais expliqué, il y a des milliers Regardez de témoignages. l'affaire des centaines de Gallimard, témoignages. regardez l'affaire Gallimard. Je voudrais juste que... Incroyable. Il faut permettre aux gens d'exprimer des opinions et il faut qu'en face, les adversaires de ces opinions disent écoutez, en 3 phrases, je vais démonter votre Clément, théorie. Ce n'est pas vrai que la liberté d'expression est absolue. La diffamation ou l'appel à la Mais haine non, mais- ne sont pas Mais pénales. diffamation, parce que c'est des nouvelles lois. Pardon, Bien mais sûr que non. diffamation, dire que les chambres à gaz n'ont pas existé, c'est pas diffamatoire, Absolument. c'est pas un appel à Mais haine, la c'est juste, diffamation- excusez-moi, c'est juste saut, c'est juste bête, Oui, c'est juste Non, con. c'est Si, pas si que demain c'est pas je vous dis- non, mais écoutez, c'est pas que ça. Non, mais Pascal, si demain je dis... Pas tous ensemble. Si C'est demain pas je que dis- ça. si C'est demain pas je que dis, ça. comme C'est même choquant. Moi, je suis pas d'accord là-dessus parce que vous pouvez pas dire c'est simplement saut. Il y a des millions de J'ai dit personnes. trois Non, il y a des adjectifs, millions. mais- Il y a des millions de victimes qui mais bien sûr, mais- sont mortes. Il y a encore des survivants. Lorsque vous dites Mais les c'est chambres à gaz n'ont pas incontestable. existé ou comme certains disent le chiffre de 6 millions n'est pas exact. Il y a des gens qui peuvent dans leur chair qui ont souffert et qui sont Pascal, peinés et vous avez ça peut raison, choquer mais vous fortement. avez raison, mais de là à mais- dire on ne peut pas exprimer cette opinion. Que quelqu'un l'exprime et il y a Mais c'est pas des une opinion. millions de témoignages. C'est pas une qui- opinion. L'histoire est faite de révision permanente. Bien sûr. Oui, mais Excusez-moi. Mais si C'est vous- comme bon, ça. Clément c'est Victor, comme le ça. remède Il est n'a pire pas- que le mal. Voilà ce que je veux dire. Clément Viktorovitch qui ne s'est pas exprimé sur ce sujet. Sur cette question de la liberté d'expression, Éric Zemmour, vous expliquez que en démocratie, il faut respecter la liberté d'expression et qu'elle doit être absolue. Mais la démocratie, c'est avant tout le respect d'un ordre juridique. Donc vous nous dites, bien sûr que si. Aux États-Unis, en Angleterre, on a le droit de tout dire. Vous avez raison, c'est vrai que là-bas, la liberté d'expression y est absolue. En France, on a décidé d'avoir une lecture plus restrictive de la liberté d'expression. On a décidé qu'elle s'arrêtait, qu'elle était bornée et qu'elle excluait l'appel à la haine, l'incitation à la discrimination et les invectives. Bon, vous pouvez contester l'ordre juridique, mais vous ne pouvez pas dire que c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le respect d'un ordre C'est juridique. faux. Et puis, C'est faux. pour poursuivre. C'est faux. Stop. Pourquoi vous C'est dites- faux. attendez, Alors, vous pourquoi ne vous dites poursuivez c'est pas faux parce que c'est faux. Pourquoi vous dites La c'est faux démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oui, mais ça, c'est, Ce n'est pas le ça, respect c'est une d'un tarte ordre à la crème, juridique. ça c'est Lincoln, c'est facile à dire. C'est Mais pas facile aussi- du tout. C'est aussi le respect d'un Non. ordre juridique. Et je vais vous dire pourquoi. Le peuple, Non. et précisément, le peuple est souverain et C'est- le peuple français, Oui. par la voix de son constituant et de son législateur, a décidé qu'en France, la liberté d'expression serait Non. bornée. Donc, Non. précisément parce que Non. le peuple est souverain, Vous mentez. et que... Mais je mens pas, Si, enfin. je vais vous dire Mais pourquoi. c'est la loi Vous avez française. une conception de la démocratie qui date des années 70 et qu'on appelle Messi, monsieur. Mais non, Messi. Relisez Karine Malberg, etc. Vous le savez très bien que c'est faux ce que vous dites. C'est une conception des années 70 qui correspond à ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire qui estime que le droit est supérieur à l'expression du peuple. Qui exprime que la Constitution et l'interprétation qu'en fait le juge sont supérieures à la volonté du peuple. Or ça, pour moi, c'est un dévoiement de la démocratie. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors, je vous Parce que ce que réponds. vous faites, vous, c'est ignorer la volonté du peuple. Oui. Et vous le savez très Eh bien. oui. Alors je vous réponds, Éric Zemmour. Pourquoi vous dites qu'il le sait très bien? Parce qu'il le sait très bien, parce qu'il a fait du droit et il sait que Donc, je sais qu'il donc- sait. J'ai Oui, fait mais alors, plus- c'est Bon, ça que je alors, comprends pas. non, mais C'est-à-dire que- Pascal, juste, je peux répondre. Oui. J'ai fait plus que du droit avec Zemmour, j'ai fait une thèse de théorie politique. Donc Alors, je vous voilà. réponds. Ma conception de la démocratie, elle date pas du tout des années 70, c'est celle notamment de Jürgen Habermas. Dans les années 90. Qu'est-ce que c'est Habermas Ben, Habermas- C'est 1789 peut-être
Qu'est-ce que c'est Habermas? C'est le patriotisme constitutionnel. C'est simplement le philosophe du politique le plus important de ces 30 dernières années. Merci. Qu'est-ce que c'est les années 70? C'est pas les 30 dernières années. Que nous explique Jürgen Habermas? Il nous explique que précisément la souveraineté populaire et l'état de droit sont co-originaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'état de droit sans la souveraineté populaire, ça n'est pas la démocratie, parce que vous avez raison, on n'écoute pas le peuple. Mais la souveraineté populaire sans l'état de droit, c'est la tyrannie de la majorité. Et je vous réponds, vous avez raison, la démocratie, c'est le gouvernement par le peuple, pour le peuple et du peuple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un ordre juridique. Cet ordre juridique, il tombe pas de nulle part. Il ne préexiste pas. Il a été fondé par qui? Par le peuple français, par la voix de son législateur et de son constituant. Et donc, les lois dévoyées par le juge. Mais le juge ne dévoie rien. C'est le législateur qui a décidé que la liberté d'expression serait bornée. C'est pas le juge. C'est le juge qui l'interprète. C'est vous qui avez tort. Et donc, précisément pour cela, cette liberté d'expression, elle a été établie par le peuple. Vous pouvez le déplorer, mais c'est comme ça. Après, j'aimerais dire une deuxième chose. Mais vous répondrez. Je suis pas d'accord avec vous. Mais vous répondrez. Et j'aimerais dire une deuxième chose. Parce que je fais juste une parenthèse. Pensons à ceux qui nous écoutent. Vous avez cité parfois Habermas. Essayons que tout ce qui sort de nos bouches soit compréhensible par tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes à un niveau. D'ailleurs, le débat est passionnant parce que sur le fond, le débat est très intéressant. Mais pensons à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas vos savoirs constitutionnels et philosophiques et juridiques. Vous avez raison, Pascal. Une deuxième observation que tout le monde comprendra. Éric Zemmour, vous avez dit tout à l'heure, je vous cite, j'accepte qu'on dise tout de moi. Ce qui est parfaitement cohérent avec votre position qui consiste à dire je veux que la liberté d'expression soit garantie. Le problème, c'est que c'est pas cohérent avec vos actes. Parce que je vous rappelle quand même, monsieur Zemmour, qu'en 2009, vous avez porté plainte contre un rappeur, Youssoupha, parce qu'il vous avait invectivé. Dans un texte qui est un texte littéraire, qui est un texte artistique, qui n'est même pas un texte politique. Vous pouvez déconsidérer le rap, c'est comme vous voulez. Mais le fait est que c'est un texte littéraire. Si vraiment vous acceptiez qu'on dise tout de vous, si vraiment vous chérissiez cette liberté d'expression, vous n'auriez jamais porté plainte. Donc finalement, la liberté d'expression, ok, tant que c'est la vôtre. Par contre, quand c'est celle des autres, là, elle vous pose problème. Alors, je vais vous dire. Vous touchez un point très juste. À l'époque, il faut savoir que cette chanson-là disait quand même je paye 10 000 francs ou 10 000 euros pour quelqu'un qui tue Éric Zemmour. C'était ça le sens de la chanson. Retenez le verbe, vous verrez. C'était ça le sens. Peu importe. Je vais vous expliquer, laissez-moi finir. Non, mais la phrase, c'est. Fera taire, c'est exactement ça. Merci. L'argument, c'était. Mais non, Clément, fera taire, l'interprétation est possible. Je pense même qu'il a dit fera taire parce qu'il voulait pas dire tuer. Je vais aller plus loin. Mais je vais aller plus loin. Mais je vais aller plus loin. C'est une interprétation. À l'époque, il y avait beaucoup de polémiques autour de moi. Mes enfants étaient pas très mal. Ma femme était pas très bien, pardon. Oui. Ma femme et mon avocat m'ont conseillé de porter plainte. Je vais vous dire aujourd'hui, je le regrette. C'est ça. Voilà. Donc, quand vous attaquez un rappeur, c'est OK. J'ai eu tort. Je viens de vous dire, j'ai eu tort. Écoutez ce que je dis. Donc, si aujourd'hui vous ne déposerez plus plainte contre personne. Par ailleurs, alors, Kali, qui est là avec nous ce matin et qui est un il faudra bien qu'à un moment, celle qui incarne la féminisation de la société, comme on la voit à l'œuvre sur le plateau, commence à parler aussi. Alors, justement, on parlera de la féminisation de la société, mais c'est pas moi qui donne la parole. C'est pas moi qui donne la parole. Kali, on voit comment elle est mise en œuvre ici. Vous pouvez pas dire ça non plus. Ça, c'est pas convenable. Je suis bien la seule femme sur ce plateau. La seule personne qui n'a pas parlé, c'est votre voisin de droite. D'accord, mais j'étais en train de dire par rapport à l'analyse de genre de. Non, mais pardonnez-moi, mais on ne peut pas voir un plateau simplement en fonction des hommes et des femmes qui le composent. C'était une blague, j'ai dit féminisation, c'était un clin d'œil. Mais j'avais compris, moi. Alors, si c'était une blague, je souscris à cet esprit de légèreté que vous avez apporté au débat. Kali. Moi, j'entends votre repenti et. C'est pas un repentir, c'est un. Est-ce que vous pouvez donc en direct présenter vos excuses à Youssoupha et à tous les rappeurs que vous avez à ce moment-là humiliés? Non, je ne présente pas mes excuses à un type qui dit qu'il faut me tuer. Donc il y a des limites à tout, si vous voulez. Et à tous les rappeurs que vous avez. Qui sont nuls. Je maintiens. Pardon? Je maintiens que c'est un sous-art et je maintiens que c'est nul. Si ça vous plaît pas, c'est le même prix, j'ai le droit de dire que c'est nul. Non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux dire quelque chose. Monsieur a eu le droit de parole. Mais asseyez-vous, vous n'avez plus les micros. Non, asseyez-vous. Attendez, asseyez-vous. Le service public a donné la parole à ce monsieur. Asseyez-vous. Ah oui? A donné la parole à ce monsieur. Ouais, asseyez-vous et parlez dans le micro. Le service public a donné la parole à ce monsieur. Ce monsieur a provoqué, a
a présenté la haine, a dit des mots terribles qui ont fait du mal à des gens. Vous en parlez encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on lui laisse la parole. Moi, voilà, j'ai sorti un livre, il est très bien, ça s'appelle Seuls les enfants savent aimer. Moi, je veux pas être avec ce monsieur sur le plateau. Voilà, je suis désolé. Merci. Du coup, je peux prendre son temps de parole. Voilà. Oui. Allez-y, ce sera plus intelligent. Je veux pas être le complice. Mais pourquoi vous êtes le complice? Pardonnez-moi. Encore la parole à ce monsieur. Mais pardonnez-moi. Alors, ça c'est Mais juste, vous avez souligné la gravité des propos qui ont été tenus donc par Youssoufa à votre rencontre, parce qu'il y avait un sous-entendu. On va pas parler de Youssoufa toute l'émission. J'ai dit. D'accord, il n'y a pas de souci, mais j'étais en train de tenter une transition avec ce que je voulais dire. Alors allez-y. Mais par exemple, quand vous dites tous les musulmans, qu'ils le disent ou non, vous essayez de voir si vous n'allez pas nier ensuite, qu'ils le disent ou non, considèrent les djihadistes comme de bons musulmans. Mais vous vous rendez compte justement de la violence, là tout à l'heure vous disiez la violence, de ce que ça a impacté sur ma famille et tout. Quand vous faites passer à des personnes qui peuvent vous croire qu'à chaque fois qu'elles vont rencontrer un musulman, ils vont se dire que cette personne pense que les djihadistes sont de bons musulmans. Moi je veux vous dire, je suis d'une famille musulmane, d'une grande famille, et je peux vous dire, de toute cette branche, à droite, à gauche, et dedans, il y a des libéraux, il y a quelques conservateurs, il y a tout ce que vous voulez. S'il y avait un point commun que j'ai remarqué depuis les attentats de 2001, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de nouveaux attentats, la réaction, mais vraiment hégémonique, c'est « eh ben voilà, encore des faux musulmans qui nous foutent la honte dans le monde entier ». Et vraiment, la parole hégémonique, c'est pas des musulmans, ils n'ont pas lu le Coran. Par ailleurs, eux-mêmes n'ont pas lu le Coran, mais ça, c'est pas le problème. C'est que leur point de vue est plutôt d'être horrifiés par les actes encore heureux, on est des humains, mais en plus vraiment de dire c'est pas ça l'islam, c'est pas ça les bons musulmans. Est-ce que vous connaissez Boualem Sansal? Non, vous n'allez pas à chaque fois. Non, mais est-ce que vous connaissez? C'est un des plus grands écrivains algériens d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, algérien, Boualem Sansal. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit exactement la même chose que moi. Il dit l'islamisme, c'est l'islam en action. Voilà. Mais c'est pas ce que vous dites tous les musulmans, monsieur et madame tout le monde. Les personnes qui nous écoutent. Et Boualem Sansal dit la même chose. Boualem Sansal dit pourquoi vous citez quelqu'un d'autre si je suis en désaccord avec vous? Parce que c'est un grand écrivain algérien de culture musulmane et qui, je pense, connaît très bien la culture musulmane. Il sait que le djihad fait partie des commandements du Coran. Il sait c'est un texte archaïque qui a été écrit il y a des le Coran est un texte archaïque. Non, mais moi je veux bien. Mais allez expliquer ça dans les banlieues. Vous allez bien évidemment. Et par ailleurs, ceux qui l'ont un petit peu étudié savent très bien qu'à la base, le Coran et l'étude de la vie du prophète, qui était censé être un petit peu la base juridique, était tellement incomplet que 3 siècles plus tard, ils avaient été obligés pour faire le faire. Mais je suis ravi de vous entendre dire ça. Mais allez expliquer ça dans les banlieues. Vous allez être comme les banlieues, déjà tous les musulmans ne sont pas en banlieue. Vous dites les musulmans. Vous faites abstraction de toute analyse de classe, de toute analyse de lieu et de mode de vie. Vous savez, il y a une phrase. Vous savez, il y a une phrase de Benjamin Constant que j'aime beaucoup. D'accord. Qui dit à chaque fois pour faire diversion. Qui dit non, c'est pas du tout une diversion, c'est une réponse à ce que vous venez de dire. Alors, vous voyez, moi, je réponds toujours à ce qu'on me demande. Parfois, ça me coûte cher. Benjamin Constant dit tout est moral chez les individus, tout est physique dans les masses. Un individu est libre parce qu'il n'a affaire individuellement qu'à des forces comparables aux siennes. Dès qu'il rentre dans une masse, il n'est plus libre. Donc, effectivement, vous avez raison. Il y a des musulmans qui pensent comme vous et qui sont des individus. Et je pense que c'est la majorité. À partir du moment, non, c'est pas la majorité. Alors, Éric Zemmour. Ici, sur ce plateau, il y a un champion de boxe qui vous a expliqué exactement ce que je viens de vous dire et qui vous explique que dans les banlieues, il y a 90% des gens qui ne sont pas. C'est Patrice Carteron. C'est Patrice Carteron. Je l'ai vu. Entre ne pas être Charlie, qui peut d'ailleurs concerner plusieurs. Détester la France et se sentir uniquement musulman et n'avoir que comme code civil que le Coran. Exactement ce que Éric Zemmour, le souci. On peut ne pas être Charlie, ce qui par ailleurs concerne aussi des tendances politiques, je sais pas quoi. On peut, voilà, et ne pas dire que quand même un criminel qu'on a vu rouler en camionnette sur des personnes, sur des Nissans, que la majorité des musulmans disent, c'est quand même un bon musulman. On va poursuivre le débat. On va marquer une page de publicité, mais on va poursuivre le débat. Ce débat vraiment est intéressant parce que ce que dit très bien Fatima Benomar qui est avec nous ce matin, c'est le problème de la généralisation. Quand vous dites les musulmans, c'est ça qui est. C'est comme si moi je disais les Nantais, vous avez raison, les Alsaciens, vous avez raison. C'est ça. Alors moi, je veux que vous répondiez sur cette généralisation. Et quand vous dites effectivement, ils vivent entre eux dans les banlieues, les Français ont été obligés de s'en aller. Je pense que nous nous dirigeons vers le chaos. Cette situation de peuple dans le peuple, c'est cette généralisation. Parce que si je puis me permettre, parce qu'on connaît tous des musulmans qui. Cette généralisation est limitée géographiquement. Je
dis dans les banlieues. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires perdus de la République. On marque une page de publicité. Il y a aussi un manque de rigueur dans vos formulations. Ce sont les musulmans contre les Français qui partent. C'est-à-dire que là, vous ne dites pas les non-musulmans partent, c'est les Français qui partent, quelle que soit leur religion. On marque une page de publicité. Éric, moi je suis content de la qualité de ce débat. Je remercie Éric Zemmour et Fatima Benomar qui donnent à ce débat vraiment un échange sur le fond, avec Clément Viktorovitch bien évidemment, mais qui donne une qualité de débat avec des gens qui peuvent échanger. C'est vrai que Jean-Claude Dacier et Jérôme, pour l'instant, on est peu exprimés. Non mais un mot tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec vous, mais il y a d'abord. Non mais le débat est de qualité, tu vois. Voilà, je n'aime pas l'attitude de Cali qui est partie parce qu'elle est caricaturale et je la regrette. Bon. D'autant que Cali savait très bien. Je suis pas surpris. Hein. D'autant que Cali savait très bien que vous étiez présent ce matin. J'aimerais bien répondre à Clément sur l'ordre juridique. Voilà. Et tu as toujours l'impression. Ça m'intéresserait. Tu as toujours l'impression que les gens viennent se faire un petit coup de buzz parce qu'ils savaient très bien que vous étiez là. Donc c'est pas agréable. Bon, je le dis. Et je vous remercie vraiment de ce débat qui effectivement est intéressant. Restez avec nous, publicité, et on se retrouve dans une seconde. Fatima Benomar est avec nous ce matin, ainsi que Jean-Claude Dacier, Jérôme Béglé, Cali, qui j'espère va revenir dans quelques instants, mais il ne souhaitait pas parler avec Éric Zemmour, donc il nous a quittés sur ce plateau. Je le regrette d'autant plus que c'est la troisième fois que les gens s'en vont de notre plateau depuis que nous faisons l'heure des pros. On a eu le député Patrick Bloch, Rost et aujourd'hui Cali. Donc comme le disait avec amour Jean-Claude Dacier à l'instant, ça fait beaucoup les gens qui quittent notre plateau. Clément Viktorovitch et donc Éric Zemmour. Bon, on va terminer juste sur cet échange. Après, on parlera de la féminisation, mais on revient sur la généralisation, parce que c'est bien ça que Fatima Benomar vous reproche. Le peuple dans le peuple, un bon djihadiste... Pascal. C'est ça qui pose, parce que par définition, il y a combien de musulmans en France? J'ai bien compris. Ça dépend. La question, c'est qu'on ne peut même pas les compter. Il y a un petit problème quand même. Il y a une américaine pour commencer. Qui change 3 fois de religion. Non, arrêtez. Moi, j'étais croyante à un moment. Mais par exemple, vous êtes musulman. C'est insensé qu'on n'ait pas le droit de savoir. Bon, qui compose la population française. Fatima Benomar dit quelque chose de très intéressant. Elle dit: je ne suis pas musulmane, je suis athée. Oui, bien sûr. J'ai été musulmane. Eh bien, ce serait bien de savoir. Non, mais on l'a fait un peu. Mais tout le monde n'est pas obligé de dire, d'afficher sa religion dans la société française. Jean-Claude Dacier. Attendez. Éric Zemmour. Il faut distinguer. Il y a eu un très bon livre qui vient de sortir, je le sais parce que j'ai fait une chronique dessus, de Rémi Braque, grand spécialiste des religions. Que j'ai montré à Clément Viktorovitch la semaine dernière. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? C'est très simple. Les religions ne sont pas que des religions. D'ailleurs, le mot même de religion vient du 19e siècle. Avant, on ne parlait pas de religion. Il y a la religion juive, par exemple, qui est une religion et un peuple. Il y a le bouddhisme, qui est une religion et une sagesse. Et l'islam, qui est une religion et un système politico-juridique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, quand mademoiselle dit... Mademoiselle dit qu'elle était musulmane et qu'elle ne l'est plus, là, elle voit le côté religieux, personnel, à la façon du christianisme. C'est-à-dire qu'on a une religion, c'est par la foi. Sauf que l'islam, comme le judaïsme d'ailleurs, ne passe pas par la foi, mais passe par la règle juridique. L'islam est un système juridique. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de vous citer ma phrase de Benjamin Constant tout à l'heure. C'est une religion, mais c'est aussi un système juridique, et donc qui fait concurrence au système juridique civil, le Code civil. Vous avez vu le rapport de l'Institut Montaigne il y a quelques mois qui explique que 50% des jeunes musulmans estiment que le Coran est au-dessus de la loi de la République. C'est tout à fait compréhensible, puisque pour l'islam, le Coran est une loi. Selon votre thèse, à ce moment-là, tous les pays musulmans auraient le même droit, mais vous voyez bien, rien que dans le Maghreb, entre le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, on n'a pas le même rapport du tout à la façon rigoureuse d'appliquer le Code civil. Et par ailleurs... typiquement, la place de la femme n'est pas du tout la même. À part la Tunisie et encore, mais il faudra en discuter, c'est pas notre sujet. Dans tous les pays arabo-musulmans, le Coran et l'islam est la religion de l'État. Clément Viktorovitch, et on va faire tourner la parole. Je cite simplement parce que Sonia Mabrouk
nous écoute, Sonia qui présente tous les soirs de 17h à 19h l'émission sur CNews, et elle dit, Éric Zemmour dit que Boualem Sansal pense comme lui, elle m'envoie ce SMS, Sansal combat l'islamisme et non pas l'islam, différence majeure, il combat l'islamisme qui tente de dévoyer l'islam. Pas du tout. C'est ce que dit... Elle se trompe. Sonia Mabrouk. Salut. Il faudrait qu'elle lise Boualem Sansal. Elle se trompe. Elle a lu. Boualem Sansal. Soyez pas désobligeant pour le coup avec Mais Sonia Mabrouk. Je ne suis pas désobligeant. Elle a lu. Je ne suis pas désobligeant. Vous comprenez? Elle m'attaque. Donc je réponds. Non, elle ne vous attaque pas. Elle dit que j'ai tort. Elle a tort. C'est elle qui a tort. Boualem Sansal dit. L'islamisme, c'est l'islam des gens, des musulmans pressés, voilà l'expression exacte de Boualem Sansal, et il explique très bien qu'en France, dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, aujourd'hui, l'islamisme est en train de se répandre et d'organiser la société, c'est exactement ce que je dis, et l'islamisme n'est que l'enfant de l'islam, l'enfant pressé de l'islam. Je suis désolé de le dire. Clément Viktorovitch, et après Jérôme Béglé et Jean-Claude Dacier. 2 éléments courts de réponse à Éric Zemmour sur cette question qui est fondamentale. La première, Éric, vous vous abritez derrière la phrase de Benjamin Constant au XVIIIe siècle. C'est un argument d'autorité. 19e. Oui, bon, ok. Benjamin Constant, 1820. 1810, 1820. Ouais, bon, né à la fin du 18e. Absolument, né à la fin. Enfin, quand il était petit, il sortait pas cette phrase. Bon, donc, phrase de Benjamin Constant. Il suffit pas que Benjamin Constant ait prononcé une phrase pour que ce soit vrai. Et ça suffit pas à justifier toute une argumentation. Ça s'appelle un argument d'autorité. En l'occurrence, c'est nul et non avenu. Et sur le fond, là où vous vous trompez, et c'est le cœur de toute votre argumentation, c'est que vous assimilez l'islam aux musulmans. Vous nous expliquez que l'islam, c'est un système juridique et que donc, par essence, les musulmans y adhèrent. Mais en fait, la transition, le lien entre les deux ne se fait pas nécessairement. Et d'ailleurs, vous citiez pendant la pub l'étude de l'Institut Montaigne. Puisque vous la citez, j'imagine que vous lui reconnaissez du crédit. J'ai même débattu avec Hakim El-Karoui. Un islam de France est possible. Noir sur blanc dans cette étude. Ça, c'est les conclusions. Mais je vais finir. J'apporte pas du crédit aux conclusions, j'apporte du crédit aux chiffres. Mais moi, je vais vous parler des chiffres. Je vais vous parler des chiffres. Noir sur blanc dans cette étude, il est écrit que 75% des musulmans français, enfin vivant en France, déclarent que pour eux, le respect des lois de la République est bien au-dessus du Coran. 75%, c'est dans l'étude. Nos auditeurs pourront aller vérifier. Oui. 72 très exactement. 72% déclarent que le respect des lois de la République est supérieur au Coran. Alors voilà, vous avez un fantasme sur l'islam, vous avez une argumentation très généralisante sur le fait que ce soit un système juridique. La réalité, c'est que les musulmans ne sont pas d'accord avec vous. Les musulmans ont une pratique de l'islam beaucoup plus modérée et qui est en accord avec les lois de la République. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut Montaigne. Et Jérôme Béglé. Il n'y a plus de loi de la République dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Il faut arrêter de fantasmer. Déjà, vous passez de les musulmans aux musulmans de banlieue. Donc, au moins, vous incluez en toujours dit ça. Quelque chose. Vous vous rendez compte. Regardez dans ma phrase, c'est les musulmans dans les banlieues. J'ai toujours dit ça. Vous avez été condamné pas cette fois-ci, la fois précédente. Les musulmans, qu'ils le veuillent ou non, enfin qu'ils le disent ou non, pensent que les djihadistes sont des membres musulmans. Jean-Claude Dacier. C'est bien sûr que non. Vous n'allez pas savoir quand est-ce que je suis condamné. Je suis désolé, je sais quand est-ce que je suis condamné. Mobilisez-vous, parce que sur votre page Wikipédia, on vous diffame à ce moment-là. Mais en tout cas, Jean-Claude Dacier sur ces sujets. Je vous assure que c'est pas moi. Jean-Claude Dacier, vous avez une certaine expérience de la société française. Oui, et elle m'inquiète, et je voudrais essayer de ramener notre débat, qui est un débat de qualité, vous avez raison, à notre avenir proche. On ne sait même pas combien il y a de populations d'origine immigrée dans ce pays. C'est déjà un premier problème. Ce serait quand même pas mal qu'on sache à peu près à qui on a affaire. Je crois, Éric, que la communauté musulmane saura évoluer avec les années qui passent. Elle a déjà évolué. La communauté musulmane de première génération, c'est pas la jeunesse des banlieues telle qu'on la connaît. Il faut espérer que petit à petit, les lois de la République et l'islam de France soient capables de, je dirais même pas vivre ensemble, mais d'essayer de vivre côte à côte, sinon, et c'est le reproche qu'on peut vous faire, Éric, la situation que vous décrivez est sans doute exacte, mais elle évolue, et j'aimerais que vous me disiez comment on fait pour vivre dans les années qui viennent avec une population grosso modo musulmane de 8, de 9, de 10 millions de gens dont vous dites qu'ils ne sont pas assimilables. Comment on fait pour vivre dans ce pays? Mais c'est ça. Grosso modo coupé à l'âge. Est-ce que c'est Pierre Manant? Est-ce que c'est Pierre Manant avec ses accommodements raisonnables? Où est-ce qu'on va? Et c'est ma conviction. Où est-ce qu'il est inéluctable qu'on aille désormais vers une société
d'inspiration communautaire. Côte à côte, chacun ses règles, chacun sa culture, chacun ses moyens, et des incidents à la frontière des deux communautés, bref, à l'américaine. Avant qu'il me répondre, Jérôme Béglé, avant de répondre. Jean-Claude m'a presque retiré de la bouche ce que je voulais dire, mais je voudrais un tout petit peu aller presque plus loin. Le problème n'est pas musulman, non musulman, c'est la balkanisation complète, la communautarisation, même si c'est pas mot complète de la France. On n'est plus capable de parler à des Français avec un grand F, on parle maintenant à des groupes, voire à des groupuscules. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, on en parlera tout à l'heure, les musulmans, les non-musulmans, ceux qui habitent en ville, ceux qui habitent pas en ville, la France périphérique. C'est pas la même question du débat de ce matin. Parce que je suis, moi, inquiet de voir... On peut le resserrer sur la question qu'a posée Jean-Claude Dacier, qui est une vraie question. Oui, je voudrais répondre à Jean-Claude Dacier. 70-80, il y avait un peuple français qui était traversé par une espèce de même culture. Je suis d'accord, mais ce n'est plus le cas. La France, elle a évolué, ce n'est plus la même que dans les années 70. Je pense que ça n'est pas inéluctable. Bon, voilà. Par exemple, juste une oui, Fatima Benomar, et après... Au Maroc, on peut dire qu'il y a plutôt une espèce d'homogénéité par rapport à la religion d'État qui serait l'islam. Je peux vous assurer qu'elle est parce que le roi est le descendeur du prophète. Prétend, en tout cas, c'est la version officielle. Donc ça facilite les choses aussi. Si je peux juste me permettre, le descendant. Ça n'empêche pas toutes les tensions qu'il y a entre la ville de Casablanca, par exemple, avec les citadins qui ont leur mode de vie lié aux moyens sociaux, aux opportunités sociales qu'ils ont, à l'accès à l'éducation qu'ils ont, avec la périphérie où on peut retrouver des personnes prolétarisées qui n'ont pas le même accès, qui vivent dans des bidonvilles. Et là, on retrouve ces tensions. C'est-à-dire que vous pourrez vous débarrasser des personnes issues de l'immigration, qu'il restera toujours un espèce de choc culturel, de mode de vie entre des personnes prolétarisées, exploitées, qui existent en banlieue, même si elles sont d'origine française, depuis je ne sais combien de générations. Et ils n'ont pas forcément les modes de vie. L'ouvrier, même français blanc de je ne sais combien de générations, et la personne qui vit en centre-ville, avec ses opportunités, ses moyens, il va y avoir un choc culturel du fait de différences fondamentales. C'est un problème, je dirais presque quantitatif. Il y a quelque chose c'est un problème de degré, cher ami. Les Français ont le sentiment que, dans certains endroits, parce qu'en plus les Français, attention quand on dit les Français d'origine, qui ne sont pas d'origine immigrée, ont le sentiment de ne plus se sentir à l'aise chez eux. C'est pourquoi c'est un problème. Mais évidemment pas tous. Évidemment, ça serait trop simple. Mais vous avez un problème de degré. Ils n'ont pas voté pour Macron. Un problème de degré. Acceptable ou la question que pose Jean-Claude Dacier, comment on fait pour retrouver ensemble un but commun, une énergie commune, une France apaisée, c'est ça. Comment on fait pour approprier une histoire commune et de ne pas la renier? C'est ça la question de Jean-Claude Dacier. C'est très simple. Moi, je pense que c'est trop tard, mais je vais répondre quand même. Je le crains aussi. Je pense que, si vous voulez, on l'a fait pendant des générations. On l'a fait pendant des générations avec les enfants de l'immigration italienne, espagnole. Qui n'étaient pas aussi nombreuses que... Attends, 2 minutes. Et on l'a fait à 2 conditions. La première, c'est que, mademoiselle a raison, Madame. il y a... Je suis pas têtue. Moi aussi, je suis têtu. C'est pas grave. On va perdre une demi-heure. Mais je ne vous empêche pas de vous appeler madame. Vas-y. Mais je le précise. Moi, je vous appelle comme vous, comme je veux. Vas-y. Alors... mais Fatima Benomar, par exemple, elle est parfaitement assimilée. Attends, vous permettez. Elle est sur ce. Oui, d'ailleurs, vous permettez que je Je sais même pas ce que ça veut dire, assimiler. Oui, moi je vais vous dire ce que ça signifie assimiler. Déjà, l'assimilation, ça veut dire que vous ne prénommez pas Fatima. Vous vous prénommez Françoise ou Martine, ou vous prenez un prénom, ce qu'on appelait du calendrier. C'était. Laissez-moi finir. Je vous ai laissé tous parler. Ah non. C'était la loi depuis Bonaparte jusqu'à 1993. C'est ce qu'on appelait... Votre prénom, c'est un prénom que l'administration appelait jadis un prénom coranique. Donc déjà, dans votre prénom, vous montrez une différence avec le reste de la population française et avec l'histoire de la France qui est liée à la christianisation. Éric Zemmour. Lisa Razzo s'appelle Bichente. C'est une erreur. Excusez-moi, c'est une erreur. Lisa Razzo s'appelle Bichente. Ne l'auraient pas autorisé. Et en Corse, les prénoms, c'est un retour. Non, oui. Ça ne concerne pas que la société. Par ailleurs, Omar, alors moi, Omar, c'est un prénom musulman. Eric, et alors sur l'affaire des prénoms, Eric. Sur l'affaire des prénoms. Non, attends, juste une petite parenthèse. Sur l'affaire des prénoms, c'est un retour de, comment dire,
de beaucoup de personnes qui cherchent chez leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, des racines. C'est faux. Des C'est pas leurs arrière-grands-parents. Leurs arrière-grands-parents, ils avaient des prénoms français. C'était imposé par le préfet. Mais c'est vrai dans toutes les régions aujourd'hui. Oui. Mais alors, est-ce que j'ai certains prénoms bretons sont refusés à l'heure actuelle. Donc je ferme juste la parenthèse. Ce n'est pas que la communauté musulmane. Je sais. C'est tout ce que c'est toujours une question de nombre. Alors, monsieur va me dire qu'il n'aime pas mes citations, mais je m'en moque. Et je vais lui citer une phrase d'Engels, ça devrait davantage vous plaire que Benjamin Constant peut-être, qui disait « À partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité ». C'est ça le problème aujourd'hui qu'on a dans certaines banlieues. Ça, c'est la réponse à Jean-Claude Dacier. Exactement. Du nombre, et donc, je finis. En vérité, il n'y a pas eu d'assimilation, on a renoncé à l'assimilation à partir des années 80, SOS Racisme qui disait que l'assimilation c'était un néocolonialisme, je vous le rappelle. Deuxièmement, il ne faut pas oublier ce qu'explique le grand historien Pierre Milza, qui est d'origine italienne, et qui dit que sur les 3,5 millions d'Italiens venus en France entre 1870 et 1940, les 3/4 sont repartis. Il n'en est resté qu'1 million. Et ça s'est déjà mal passé à l'époque. Exactement, et c'était pas facile à l'époque. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a fait une grave erreur en 1974, c'est en ne renvoyant pas les chômeurs immigrés comme on l'avait toujours fait et en faisant le regroupement familial. Les deux erreurs historiques sont là. Sinon, on aurait très bien intégré les gens d'origine maghrébine qui voulaient s'assimiler à la France. C'est l'assimilation qui fait l'intégration. C'est pour ça qu'il est difficile. Ce n'est pas l'inverse. Il est difficile. Je crois que de toute façon c'est utopique parce que non, c'est pas utopique. J'en suis. Non mais moi, vous savez, je suis moi aussi un enfant. Moi aussi, je suis un enfant venu d'ailleurs. Juste terminer. Non, vous m'avez demandé de ne pas vous interrompre. Mais moi aussi, je suis un enfant venu d'ailleurs. Moi aussi, mes grands-parents parlaient mieux arabe que français. C'est utopique parce qu'on est quand même la synthèse de beaucoup de choses dans nos parcours. On a toujours été la synthèse. Et on change beaucoup. Vous m'auriez entendu il y a 10 ans, j'étais contre le droit à l'avortement. J'étais une autre personne. Et là, de par l'accès à l'information, aux sciences zététiques, c'est-à-dire au fait de remettre en cause des vérités révélées, on est des êtres tellement complexes que vous aurez beau essayer de nous assimiler finalement à un stéréotype français. C'est pas un stéréotype. Toujours au-delà. Mais c'est pas un stéréotype. Mais est-ce que vous croyez... Et les Français eux-mêmes qui maintenant... C'est une vision très optimiste des choses. C'est pas optimiste. Excusez-moi, vous êtes insultante. Excusez-moi, vous êtes insultante pour les gens du passé. Vous êtes insultant. La France, c'est pas vous croyez qu'ils étaient des abrutis et qui se conformaient à un stéréotype français? Est-ce que vous croyez que mon grand-père s'est conformé à un stéréotype français en appelant ses enfants Robert, Roger vous voyez bien que c'est un stéréotype. Non, c'est pas un stéréotype. C'est une histoire. C'est l'histoire, c'est une histoire. L'histoire de France, on la prend. Et vous ne la changerez pas. Clément Viktorovitch. C'est insultant. Changer, ce serait une drôle de civilisation si elle ne changeait pas. Je peux dire un mot à Clément avant, parce que j'ai été un peu choqué par son argument, où il se planque derrière l'ordre juridique. Est-il immuable, cher ami? L'ordre juridique est une chose, est-ce qu'on a le droit de le combattre? Est-ce qu'on a le droit de considérer que les 300, 400, 500 lois qui contraignent en France la liberté d'expression, est-ce que vous pensez que c'est un bon ordre juridique? On marque une page de publicité. Éric Zemmour est avec nous ce matin. On parle de la féminisation dans un instant. Vous deviez rester une demi-heure. La discussion se met en place. Vous êtes là jusqu'à 10h30. Ah non. Alors vous êtes là encore quelques minutes. À tout de suite. Restez avec nous. On peut pas répondre. Je suis aveugle.